présentation. C'est un privilège que d'être ici. Donc, après la présentation de Patrice Groulx, qui présente une armature, qui vous a présenté une armature théorique, et la présentation d'Alain Joly, qui vous a présenté une institution de commémoration, bien, ce que je vous présente, c'est une étude de cas, un cas dans un contexte particulier. Comme Martin l'a mentionné, je suis conservateur, non pas politiquement, mais conservateur professionnellement et conservateur de tempérament également, ce qui veut dire que j'aime les objets, et donc c'est par un objet que je débute. Je pose la question, ce n'est pas un piège, mais c'est parce que la réponse m'intéresse. Combien d'entre vous reconnaissez ou croyez reconnaître, en levant vos mains, cet objet-ci? D'abord, le type d'objet, puis ensuite, cet objet plus spécifiquement et l'attribution. Donc, c'est à peu près la moitié, mais je vois que les historiens chevronnés savent de quoi il s'agit. Il s'agit de l'astrolabe de Champlain, comme on le dénommait jadis, et l'astrolabe dit de Champlain, comme on le dénomme aujourd'hui. Je reviens sur cette nuance sous peu. C'est un objet qui est fabuleux. C'est un trésor muséographique canadien. Et je ne dis pas seulement ça parce qu'on s'adonne à l'avoir dans les collections du Musée canadien d'histoire, chez moi donc, mais parce que c'est un objet qui est absolument fascinant, vous verrez pourquoi. C'est un objet, bon, pour préciser, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un astrolabe, c'est un GPS d'autrefois, en quelque sorte, c'est l'ancêtre du sextant. À vrai dire, c'est un demi-GPS parce que c'est un instrument de navigation qui permet de s'orienter dans l'espace, donc de savoir, de voir, d'identifier sa latitude par une observation des astres, du Soleil plus spécifiquement. C'est un astrolabe, un sous-type d'astrolabe qui s'appelle un astrolabe nautique. Et c'est donc un objet qui est bon à penser, pas simplement parce qu'il y a une attribution à Champlain, celui-là en particulier, mais parce que l'astrolabe, c'est un outil dont on se sert pour s'orienter. Et donc, pour un historien, c'est un instrument qui a une symbolique particulièrement attrayante, parce qu'on cherche à s'orienter dans le passé, dans l'histoire. Cet astrolabe-ci a été retrouvé en Ontario, près de Cobden, donc un petit village qui se trouve à peu près 1 heure de voiture en amont d'Ottawa, sur la rivière des Outaouais, retrouvé en 1867, année de la Confédération, mais c'est une coïncidence, par un jeune garçon qui défrichait un champ avec son père. Instrument nautique, donc, découverte, qui a été vendu au capitaine d'un navire à vapeur du coin, la rivière des Outaouais, qui a reconnu ce que c'était et l'intérêt historique de la chose. Mais l'association à Samuel de Champlain n'est pas venue immédiatement, parce qu'il faut comprendre qu'en 1867, Champlain n'est pas encore le célèbre Samuel de Champlain. C'est seulement en 1870 que ses écrits, son œuvre est rééditée par l'abbé Laverdière. Et c'est donc cette fin du 19e siècle, une période de réappropriation, d'appropriation ou d'actualisation, de réactualisation du personnage de Champlain dans la mémoire canadienne-française, mais canadienne de manière collective. Donc, cette redécouverte du personnage de Champlain et la découverte de l'astrolabe fait en sorte qu'à un moment donné, un érudit, puis ensuite quelques érudits de la fin du 19e siècle se disent « Ah, ce doit être non pas simplement un astrolabe, mais l'astrolabe de Samuel de Champlain, que celui-ci aurait perdu naturellement pendant son voyage, sa remontée de la rivière des Outaouais en 1613. Un fait qui est venu, un argument qui est venu supporter cette théorie, cette thèse, c'est qu'à un moment donné, en remontant la rivière des Outaouais, dans son récit de sa remontée de la rivière des Outaouais, Champlain donne des latitudes qui commencent à concorder de moins en moins, à mesure qu'il avance, avec la véritable latitude. Et donc, c'est ce qui a poussé, ou c'est ce qui a donné de l'eau au moulin des
des érudits qui voulaient voir l'astrolabe de Champlain. Si Champlain nous fournit des observations de latitude qui sont mauvaises, c'est parce que forcément, il a égaré son astrolabe. Le problème, et ce qui représente une des facettes intéressantes de cet objet, c'est que ces dernières décennies, les spécialistes qui sont penchés sur l'astrolabe, qui ont réfléchi, se sont rendus compte que bien, il existe, la preuve est insuffisante, on ne peut certainement pas se prononcer et dire que c'est l'astrolabe de Champlain. Donc, au musée, on fait très attention de dire que c'est l'astrolabe dit de Champlain, un astrolabe réputé avoir appartenu à Champlain. Ayant peut-être appartenu à Champlain, on sait que c'est un astrolabe d'époque. Pourquoi? La date, 1603. Donc, c'est forcément un astrolabe d'explorateurs français, que ce soit Champlain ou peut-être des missionnaires jésuites qui sont passés qui ont pris ce même portage près de Cobden pendant la première moitié du XVIIe siècle. Je vais revenir à cet astrolabe. Le thème de ma présentation, c'est le 400e anniversaire de la présence française en Ontario, qui représente un peu la phase la plus récente et la phase finale du cycle commémoratif Champlain, qui a maintenant une douzaine d'années déjà. Cycle commémoratif qui a débuté dans les Maritimes, à l'île Sainte-Croix dès 2003, ensuite en Nouvelle-Écosse en 2004, Québec 2008. Donc la commémoration de moments fondateurs, de fondations par Champlain, parfois par Champlain et d'autres. Donc, c'en est la phase la plus récente. C'est une étude de cas fort intéressante dans la mesure où ce que je vais tâcher de faire, c'est mettre en dialogue pour vous l'histoire, donc ce qu'on sait de la première présence française en sol qui deviendra ontarien, parce que naturellement, au début du 17e siècle, les frontières actuelles n'existaient pas. Le concept d'Ontario n'existait pas du tout, c'est un concept moderne. Et donc, c'est l'occasion de mettre en dialogue les faits historiques, disons, et ensuite la mémoire dans une perspective historique. Donc, comme Patrice Groulx l'a souligné, vous allez voir plusieurs des concepts qu'il a définis pour vous, soit celui de mémoire, histoire, commémoration, vont vous être utiles en m'écoutant, et vous allez voir que c'est un cadre théorique qui se marie très bien avec cette étude de cas. Pour un historien, il est extrêmement fascinant de pouvoir, comme je l'ai été, participer, donc être un observateur participant, parce qu'il faut que je l'avoue, que je le signale. Et c'est peut-être un acte narcissique, pour revenir à un autre des concepts de Patrice Groulx. J'ai eu l'occasion de me prononcer dans les médias, de donner des conférences au grand public, d'organiser des conférences savantes, de parler à divers auditoires de Champlain et de ses contemporains. Donc, c'est une chose que d'observer de l'extérieur le processus commémoratif, c'en est une autre que d'être artisan de la commémoration. Et c'est un privilège que de pouvoir jouer ces deux rôles, ce qui ne veut pas forcément dire que j'ai des solutions, des réponses absolues pour vous. La présence française en Ontario, pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas déjà, il existe des francophones en Ontario qui se nomment franco-ontariens. J'en suis un. Il y en a deux autres au moins de ces créatures immondes dans l'auditoire. Vous voyez, il et elle ressemblent à peu près tout point à des Québécois, Québécoises. Toujours est-il que, donc, pour vous donner une idée des proportions, il y a à peu près 1,2, selon les recensements, 1,2 million d'Ontariens qui se déclarent de souche française, avoir des ancêtres français, et il y a à peu près 560 000 Ontariens qui ont le français comme langue maternelle et parlée, sur 13,5 millions. Donc, les Franco-Ontariens sont une minorité présente et active sur la scène politique, mais une minorité sur ce territoire ontarien. Donc,
les années 2010-2015 ont été choisies, et vous allez comprendre pourquoi. C'est une fourchette de 5 ans dont il est question pour marquer la commémoration de la présence française en Ontario, le 400e de l'Ontario français. Différentes étiquettes ont été adoptées. À l'occasion, quelques déclarations ont été faites par différents acteurs commémoratifs, notamment par les acteurs de la sphère gouvernementale et politique, qui font malheureusement frémir un historien comme moi, en feront peut-être frémir d'autres. Une, par exemple, provenant de l'Office des affaires francophones de l'Ontario, qui fait beaucoup de choses et de très bonnes choses pour la communauté francophone en Ontario, soit dit en passant, mais qui déclare la présence française en Ontario remonte à 400 ans, ça a été déclaré cette année, soit aux nombreux voyages de Samuel de Champlain en 1615. A priori, ça ne pose peut-être pas de problème. Ici, ça se complique. C'est le site web Ontario 400, donc l'organe commémoratif officiel de ce 400e, célébré officiellement pour l'Ontario dans son ensemble en 2015. La présence française en Ontario remonte officiellement au 1er août 1615, date de la rencontre entre Champlain et le chef Huron-Wendat à Towanshé, maintenant Penetanguishene, sur la baie Georgienne en Ontario. L'histoire de la présence française en Ontario débute avec les explorations du jeune Étienne Brûlé en 1610. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ici, là? Et l'établissement de la première mission jésuite à Sainte-Marie au pays des Hurons en 1639. Donc, on voit une déclaration, une description de ce que c'est que de ce que sont les origines de la présence française en Ontario, qui est ici déjà plus complexe. Étienne Brûlé, qui est-il encore, en levant la main, combien d'entre vous connaissez de nom Étienne Brûlé? Un tiers peut-être. Étienne Brûlé, à vrai dire, c'est le premier Français à mettre le pied en territoire qui deviendra, après 1867, ontarien. Et il y met le pied dès 1610, comme la diapositive précédente l'indiquait. Qui est d'Étienne Brûlé? C'est un des truchements de Champlain. Champlain, dans ses écrits, le nomme « mon garçon ». Il arrive dès 1608, il est un des premiers hivernants à Québec. Et c'est un jeune homme, serviteur personnel de Champlain, qui sera de ceux que Champlain envoie comme truchement. Truchement, c'est le terme d'époque. On dirait aujourd'hui interprète. Hiverner parmi les Autochtones de l'intérieur pour apprendre leur langue, pour apprendre leur culture, pour apprendre leurs mœurs, pour pouvoir ensuite faciliter le commerce. Donc, dès 1610, Étienne Brûlé est le premier Français à voyager en amont de l'île de Montréal. Champlain, lui, ne fera pas le voyage en territoire proto-ontarien de sitôt. Étienne Brûlé fait son premier contact avec les Anishinaabeg de la rivière des Outaouais, ceux qu'on appelait alors les Algonquins, mais très tôt s'accotera, se liera d'amitié aux Wendat, aux Hurons, qui, eux, habitent la région des Grands Lacs, de la baie Georgienne, juste ici. Et il ira hiverner chez eux. Et donc, il deviendra une des chevilles ouvrières des relations franco-algonquines et franco-huron-wendat. Champlain, lui, entreprend un premier voyage en territoire qui deviendra ontarien. C'est long à dire, mais la nuance est importante. Seulement en 1613. L'objectif de Champlain, c'est de capitaliser sur les premiers contacts qu'Étienne Brûlé a faits et que d'autres truchements, Nicolas de Vigneault, par exemple, en est un autre. Brûlé n'est pas le seul. Et que donc, ces truchements ont fait avec les populations autochtones. Plus spécifiquement, Champlain cherche à s'approcher, se renseigner sur une mer du Nord, une mer de l'Ouest, dont un de ses truchements, Nicolas de Vigneault, lui a fait certains rapports. On devine que ce serait la baie James, la baie d'Hudson, que Champlain espère atteindre en remontant la rivière des Outaouais, et il n'y a pas tort, parce qu'en remontant la rivière des Outaouais, ensuite, quelques portages, et c'est un voyage ardu, mais qui peut mener jusqu'à la baie James. Le Chevalier de Troyes et Pierre Lemoine d'Iberville feront ce même parcours en 1686. Donc, Champlain entreprend son premier voyage en 1613, mais ne dépassera jamais l'île aux Allumettes,
puisque les Anishinaabeg, les Algonquins du coin, lui refusent de passer outre. Pourquoi? Bien, les historiens ont longtemps dit que c'est pour se conserver le monopole de la traite des fourrures, c'est peut-être un facteur, mais c'est aussi pour conserver leur place dans la géopolitique que les Anishinaabeg et leur chef, Tesswat, décident qu'il est peut-être trop tôt pour que les Français passent outre. Donc, Champlain doit rebrousser chemin. L'épisode de 1613 en est un qui nous rappelle ou qui devrait nous rappeler que Champlain n'est pas le grand puissant qui fait tout ce qu'il veut, mais que le territoire de ce qui deviendra l'Ontario, de ce qui deviendra le Canada, est encore un territoire autochtone. Je reviens donc, et j'allais dire, je reviens à Étienne Brûlé, mais dans un instant. En 1615, Champlain entreprend un deuxième voyage d'exploration, voulant pousser les découvertes, ayant entre-temps découvert que Nicolas de Vigneault, de fait, c'est dès 1613 que Champlain découvre que Nicolas de Vigneault mentait très probablement. Champlain est très mécontent de ce truchement. Toujours est-il que donc en 1615, en réponse aux demandes de ses alliés Huron-Wendat, Champlain décide d'aller hiverner chez eux pour, donc en Huronie, remonte la rivière des Outaouais, réussit à passer outre puisque la négociation s'avère plus facile avec les Anishinaabeg, se rend en pays Wendat, l'ancienne Wendake, se rendra ensuite en campagne contre les Onondaga, une des 5 nations iroquoises. Donc, 1610, c'est l'année où le premier Français met le pied en territoire ontarien. 1613 ne devient dans cette optique-là que l'année où Champlain, le grand Français avec des lettres majuscules partout, fait le même périple. Et 1615, bien, ça devient le deuxième voyage de Champlain sur ce territoire. Et un voyage où il est vrai que Champlain fait avancer la connaissance géographique. Et c'est un voyage où il y a un premier hivernement. Donc, Champlain se rend au cœur de l'Ontario d'aujourd'hui pendant ce deuxième voyage. Voilà des éléments d'explication pourquoi l'année 2015 plutôt que 2013 ou 2010 ont été privilégiés pour l'anniversaire. Étienne Brûlé est une figure qui a été négligée par l'histoire, pas oubliée pour autant. On en voit quelques représentations, représentations qui nous en disent plus sur l'imaginaire du 20e siècle que sur les habits et les relations de la période. D'autres représentations, dès le début du 20e siècle, à Toronto, il y a un monument commémoratif qui rappelle le passage de Champlain. Le personnage n'a pas été oublié, donc, mais il a été négligé. Pourquoi? Et pourquoi est-ce qu'en ce début du 21e siècle, le on collectif pourrait choisir de commémorer le passage de Champlain plutôt que d'Étienne Brûlé? Bien, il y a quelques raisons, bonnes et moins bonnes pour ça. D'abord, Champlain, c'est celui qui écrit. Étienne Brûlé n'écrit pas, ne nous laisse pas de récit de ses découvertes. Donc, Champlain est le premier à faire découvrir l'Ontario au monde occidental et aux Français. Et ce qu'on sait d'Étienne Brûlé, c'est ce que Champlain en dit, c'est ce que les Jésuites en disent également. Donc, on a une perspective sur le personnage de Brûlé qui est limitée de ce fait et qui est tendancieuse de ce fait. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, Étienne Brûlé, en fin de parcours, en fin de vie, est un personnage qui attire l'opprobre de Champlain lui-même, qu'il avait beaucoup apprécié au départ, des Jésuites également. Pourquoi? Bien, c'est parce que c'est quelqu'un qui, en intégrant la société autochtone, adopte des coutumes par rapport aux mœurs, notamment entre hommes et femmes, que les Français trouvent licencieuses, libertines. Donc, les Jésuites vont décrire Brûlé comme étant trop adonné aux femmes, sans forcément comprendre que pour quelqu'un qui s'intègre, qui cherche à s'intégrer, dont la mission à l'origine était de s'intégrer aux sociétés autochtones, adopter des mœurs sexuelles autochtones qui étaient beaucoup plus libres que les mœurs européennes ne l'étaient à l'époque,
qui était plus alignée à nos mœurs de nos jours, jusqu'à un certain point, que celles des Français de l'époque ne le sont avec les nôtres aujourd'hui. Bien, donc, il s'agit de nuances que les jésuites, que Champlain perd de vue, qui n'ont pas d'importance pour eux. Et donc, brûler et reléguer aux oubliettes, c'est aussi parce que lorsque les frères Kirk, ces corsaires, ces aventuriers marchands anglais qui font irruption dans la vallée du Saint-Laurent à la fin des années 1620, lorsque ceux-ci se présentent sur les lieux, eh bien, Brûlé est du nombre de ceux qui, plutôt que de fuir dans les bois ou d'embarquer pour la France, et de ceux qui fournissent une certaine information et collaborent avec les Anglais. Or, il aurait pu en être autant si le pauvre Brûlé n'était pas mort en Huronie en 1633, parce qu'il y a plusieurs autres figures, coureurs de bois. Le terme, on ne devrait pas l'appliquer à Étienne Brûlé, parce que c'est un terme qui décrit une réalité postérieure, mais c'est un proto-coureur de bois. Ils ont été nombreux, comme Radisson et Desgroseilliers, par exemple, les coureurs de bois, à faire affaire avec les Anglais, faire affaire avec les Français, et donc retourner leur capot périodiquement selon les circonstances et conserver une place dans la mémoire. Donc, Brûlé, ça donne à mourir au mauvais moment. Ça donne à rien écrire à son sujet. Cela dit, dans certains coins de l'Ontario, l'anniversaire de son voyage a été marqué, a été célébré, et c'est un des bons coups de la Société historique de Toronto en 2010 que d'avoir subventionné et encouragé de la recherche dans les archives de Champigny, en France, juste à l'ouest de Paris, d'où Brûlé est originaire, et on a retrouvé non pas son acte de baptême, mais des actes de baptême, mariage, décès de ses parents, des actes notariés également qui nous donnent tout un autre portrait du personnage. Il s'avère que Étienne Brûlé, après 1610, 1613, 1615, ne largue pas les amarres, ne devient pas un sauvage blanc comme il a longtemps été dépeint dans l'historiographie et dans la culture populaire. En fait, c'est un homme d'affaires qui retourne en France à 2 reprises, qui fait fortune, qui s'enrichit, qui se marie en France, et on voit que, encore une fois, s'il n'était pas mort au mauvais moment, il serait peut-être retourné, très vraisemblablement, je ne devrais pas dire très vraisemblablement, il serait peut-être retourné en France s'établir. Donc, c'est un personnage qui s'avère moins facile à définir qu'on l'aurait imaginé. Pourquoi, donc, on a commémoré 2015, surtout plutôt que 2010? Bien, c'est en partie parce que Étienne Brûlé est un personnage plus compliqué, mais c'est aussi pour des raisons économique, financière. 2015, ça donne avoir été l'année des Jeux panaméricains organisés par l'Ontario à Toronto. Et c'est les historiens du futur qui vont examiner les budgets, puis les procès-verbaux de rencontres gouvernementales pourront peut-être se prononcer avec plus de certitude que moi. Mais je peux vous dire que quelques individus bien placés m'ont dit que, le gouvernement ontarien a décidé de repousser l'anniversaire de la commémoration Champlain, Ontario français, à 2015, parce qu'il y a beaucoup d'argent rattaché à cet événement-là et que c'était une façon, donc, de consacrer plus de fonds qu'il y aurait pu en avoir autrement à la commémoration Champlain. Donc, la logistique même de la commémoration est souvent, et ce n'est pas juste dans ce cas-ci, mais dans d'autres cas, est souvent financière. Autre raison pourquoi 2010 n'a pas été choisi, bien c'est parce que c'est en 2009 que les États généraux de l'Ontario français se sont rendus compte que l'anniversaire de la première présence française en Ontario, celle d'Étienne Brûlé, approchait à grands pas. Il était trop tôt pour organiser une fête d'ampleur, une commémoration d'ampleur. Donc, c'est un autre facteur qui a fait en sorte que ça a été repoussé à 2015 et à 2013. Pourquoi 2013-2015? Parce qu'à l'échelle de l'Ontario, en ancienne Huronie, donc près de la baie Georgienne, Penetanguishene notamment, c'est 2015 qui a été retenu, mais dans la vallée de l'Outaouais, à Ottawa, sur la rive ontarienne, mais aussi sur la rive québécoise, à Ottawa et à Gatineau, c'est 2013 qui a été retenu parce que c'est l'anniversaire du premier voyage de Champlain dans le coin. Un autre oublié, à part d'Étienne Brûlé, je le mentionne très brièvement, on pourrait revenir là-dessus, mais
on pourrait dire que c'est Joseph Le Caron, le Récollet, qui accompagne Samuel de Champlain en 1615 et donc, il se rend jusqu'en Huronie avec lui. Or, vous en conviendrez, célébrer les figures religieuses en 2015, c'est plus autant à la mode que ça l'aurait été il y a un siècle. Donc, ça explique assez facilement pourquoi Le Caron, on s'en souvient moins. Or, Le Caron, comme j'ai dit, c'est une figure qui est non seulement un prêtre, mais c'est quelqu'un qui avait été le chapelain du duc d'Orléans, donc du second fils de Henri IV. C'est quelqu'un qui avait, avant de devenir prêtre récollet, un accès à la cour plus important que celui de Champlain lui-même. Donc, ce n'est pas la première fois que la figure de Champlain est commémorée en Ontario. Ici, je passe très rapidement. Patrice Groulx pourrait vous en dire plus long parce qu'il a beaucoup écrit là-dessus. Dès 1915, il y a un monument. Ceux d'entre vous qui avez visité Ottawa et Gatineau peuvent sans doute le placer dans votre esprit. Sur la pointe Nepean, donc près du musée, sur la rivière des Outaouais, face à la colline parlementaire, derrière le musée des Beaux-Arts, face aussi au musée canadien de l'histoire. C'est une figure de Champlain qui frappe l'imaginaire, continue à représenter, peut-être moins dans ces coins-ci où vous avez vos monuments à Champlain, mais à Ottawa et en Ontario plus largement, c'est la figure iconique de Champlain qui tient son astrolabe à bout de bras, qui le tient, soit dit en passant, à l'envers. C'est une erreur ou une liberté artistique qu'a prise le sculpteur Hamilton McCarthy. Donc, en 1915, la commémoration, un des acteurs commémoratifs, des inspirateurs de cette démarche de revalorisation, c'est Benjamin Sulte, qui a été mentionné déjà à maintes reprises par les deux conférenciers précédents. Et c'est même lui qui inspire... Bon, il y avait déjà la barbiche, genre Colonel Sanders, qui correspondait à celle de l'image canonique de Champlain, qui, soit dit en passant, n'a pas de fondement historique. Et Hamilton McCarthy, pour des raisons qui ne sont pas très claires, choisit de s'inspirer de Benjamin Sulte. Et donc, Benjamin Sulte, dans une lettre à sa sœur, je crois, écrit avec fierté tu devrais voir, c'est mes traits qu'on a choisi de reproduire. C'est un détail qui fait comprendre que les historiens sont parfois marginalisés du processus commémoratif, mais ils se retrouvent également parfois au centre, malgré eux, ou de façon qui ne sont pas forcément évidentes. Je viens donc, revenant à l'idée de Champlain, le grand homme, quelque chose qui, à mon avis, caractérise le souvenir, la mémoire de Champlain, tel qu'on la voit se déployer en Ontario français, c'est que c'est Champlain, le grand homme, le grand humaniste, qui se retrouve au centre des commémorations. Pourquoi? Bien, un argument, c'est que Champlain, contrairement à ce qu'il va faire en Acadie ou à Québec, ne vient pas établir, ne vient pas construire de postes, de comptoirs en Ontario ou en territoire qui deviendra ontarien. Donc, qu'est-ce que Champlain laisse? Qu'est-ce qu'il vient fonder? Rien de physique. Bien, dans ce cas-là, est-ce que c'est des valeurs? Est-ce que c'est un ensemble? C'est une façon de penser? Est-ce que c'est un ensemble de relations que Champlain vient fonder, établir en ce nouveau territoire? C'est la solution que la collectivité franco-ontarienne semble avoir adoptée sans que ce soit fait de façon... Ce n'est pas le raisonnement que je viens d'expliciter ici, mais je proposerais que subconsciemment, c'est ce qui s'est passé. Donc, il s'adonne aussi que David Hackett Fisher, un historien américain qui enseigne au Massachusetts, qui est un américaniste, qui écrit donc des livres, s'est distingué, a gagné le prix Pulitzer pour des livres sur les colonies anglo-américaines, bien, c'est un très bon historien qui a une maison de campagne, un chalet au Maine, près d'où Champlain, ou près des rivages que Champlain a cartographiés. Et donc, c'est ce que Hackett Fisher raconte lui-même. C'est comme ça qu'il s'est intéressé au personnage de Champlain et qu'il a décidé d'écrire un livre, Champlain's Dream, qui a été traduit, donc publié dès 2008, traduit immédiatement par Daniel Poliquin, une des grandes figures, un traducteur, mais aussi un auteur franco-ontarien. Et certains d'entre vous qui avaient été plus actifs lors des commémorations de Québec en 2008 sauraient peut-être me dire si le Champlain de Hackett Fisher a eu une influence ou non en fin de cours, en fin de parcours. Il est clair, à mon avis, que dans le camp ontarien, c'est le Champlain
de Hackett Fischer qui a été retenu. Quel Champlain est-ce que Hackett Fischer nous dépeint? C'est un portrait qui ne plaît pas à tous les historiens parce que c'est un Champlain qui est porteur de valeurs qui sont essentiellement les nôtres, des valeurs humanistes, d'ouverture vers l'autre avec un A majuscule. Son Champlain, c'est un Champlain qui a été bouleversé par la guerre dans l'ouest de la France, qui a été ensuite bouleversé par ce qu'il a vu dans les colonies latino-américaines. Et c'est un Champlain qui décide de s'accommoder, d'accommoder l'autre autochtone dont il fait la rencontre. D'autres historiens, moi par exemple, souligneraient les facteurs structurels. Champlain ne cherche pas à s'imposer militairement parce que son premier hiver, il est accompagné à Québec de quoi? 26 hommes, quelque chose du genre. Donc, il n'y a pas les moyens. La Nouvelle-France aura rarement les moyens de s'imposer militairement. Donc, on pourrait dire qu'il y a des facteurs structurels qui expliquent mieux le ton de la colonisation française. Or, Hackett Fischer maintient que c'est Champlain et que le ton est donné par l'homme qui a un caractère particulier. Donc, vision qui ne plaît pas à tout le monde, mais vision qui est très séductrice. Comme je l'ai mentionné, si Champlain n'a pas bâti quoi que ce soit en Ontario, ben, on pourrait dire que celui-ci a été porteur de valeurs qui sont encore avec nous, que c'est Champlain qui est à la base d'une volonté de vivre avec l'autre de manière constructive. De manière très concrète, le Champlain de Hackett Fischer a fait l'objet d'une série docu-fiction au budget quasi hollywoodien produite par la chaîne TFO, donc la télévision franco-ontarienne. Chaîne ontarienne, je crois que Télé-Québec l'a rediffusée par la suite. Série haute en couleur qui est assez frappante. Mon fils, à 3 ans et demi, ayant vu ça, s'est mis à dire « Champlain? Champlain? » Et donc, je serai pour toujours reconnaissant du pouvoir de l'image et de l'action. Toujours est-il que c'est la vision de Hackett Fischer, on le voit ici, ou vous le voyez peut-être moins bien, mais le rêve de Champlain, d'après l'œuvre de Hackett Fischer, qui a été retenu, plutôt qu'une vision, ça aurait été peut-être l'occasion de présenter une vision plus complète, plus complexe, plus nuancée. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, Hackett Fischer mentionne ce qui a longtemps été une rumeur aucunement fondée, que Champlain aurait peut-être été le fils illégitime de Henri IV. Hackett Fischer mentionne également l'astrolabe de Champlain comme étant l'astrolabe de Champlain. J'y reviens à cet astrolabe, bien que l'historiographie a dépassé cette interprétation depuis peu. L'Internet, depuis 2008, ayant évolué, il y a aussi eu des efforts de campagne hashtag. Je vous encourage, ceux d'entre vous, quand vous aurez le temps, d'aller sur YouTube, de chercher la vidéo « Trouver Champlain ». C'est une troupe d'improvisation franco-ontarienne, Improtéine, je crois, qui ont fait une petite vidéo pour promouvoir le hashtag « Trouve ton Champlain ». Donc, Joseph Gagné, qui se trouve dans la foule, a trouvé son Champlain. L'idée, c'est qu'on se prend en selfie avec une manifestation commémorative, patrimoniale, avec une incarnation de Champlain. La vidéo vaut le coup. On apprend, par exemple, que Champlain était tellement cool qu'il n'a pas perdu son astrolabe. Il l'a laissé là parce qu'il n'en avait plus besoin. Ou que pour Champlain, un hashtag, c'était jouer à la tag avec des haches. Ça touche aux sensibilités des jeunes. Resterait à voir par des études si ces tentatives par le groupe média TFO, parce que c'est là où vient l'argent, et par le gouvernement ontarien, réussissent à atteindre leur objectif. L'astrolabe, pourquoi est-ce qu'il est problématique? Bien, c'est parce que ces dernières décennies, comme je l'ai mentionné, les historiens, les archéologues, dont mon prédécesseur au Musée canadien d'histoire, Jean-Pierre Chrétien, sont venus à la conclusion, en pensant cet objet-là, en y réfléchissant à nouveau, en l'examinant à nouveau, que bien, il n'y a aucune preuve qui nous permet de l'associer à Champlain. Oui, la période est la même, mais on sait que lorsque l'astrolabe est découvert par ce jeune garçon, il y a aussi un ensemble, il y a de l'argenterie qui est découverte en même temps. Qu'est-ce que Champlain aurait fait avec l'argenterie? Donc, dès lors, la thèse de quelque chose qui aurait été échappé disparaît. De l'argenterie suggérerait plutôt qu'il s'agit
de missionnaires, d'une cache missionnaire, parce que ceux qui amènent de l'argenterie dans les pays d'en haut à l'époque, bien, c'est les jésuites, les récollets qui apportent leur calice, leur ciboire, et ainsi de suite. L'argenterie ecclésiastique. Cela dit, l'astrolabe, même si au musée, on cherche à mettre des nuances et à passer le message à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, l'astrolabe s'avère un symbole tenace. On peut blâmer le monument de 1915. Difficile de faire compétition avec cette inscription dans l'espace de l'objet. Mais on voit donc une pièce de monnaie commémorative 2015 qui reprend le motif de l'astrolabe. L'astrolabe déchaîné, qui est un concours de financement de projets franco-ontariens, reprend la même idée. Et je vous dirais, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'astrolabe demeure, comme je le disais, un des plus grands trésors de l'histoire canadienne pour ce que ça nous dit, pour ce que ça évoque en termes de la découverte, la colonisation française du 17e siècle. Mais il peut être frustrant pour un spécialiste de la période de voir qu'il est impossible de découpler l'objet et l'homme. On en vient à l'autre. Je vais terminer comme Patrice Groulx sur cette question, et on ne s'est pas consulté au préalable, mais sur cette question de la colonisation, la décolonisation. L'autre avec un A majuscule, où est-il dans tout ça? Ce beau monument-là, une histoire que bien des gens qui habitent dans la région d'Ottawa-Gatineau connaissent, mais que le touriste qui fréquente la région ne découvrira pas forcément, c'est qu'il y a longtemps eu une statue au pied du Champlain, de plus petit format, quand même de grand format, mais de plus petit format à comparer à Champlain. On le voit mal ici, c'est un autochtone stéréotypé, comme on le faisait au début du 20e siècle, agenouillé, qui devait à l'origine représenter une allégorie de la rivière des Outaouais, et évoquer en même temps la relation de Champlain avec les populations autochtones. Il y a à peu près une quinzaine d'années, au début des années 2000, il y a eu une controverse, bien des gens ayant constaté que c'est une représentation, constaté avec raison que c'est une représentation stéréotypée, représentation d'une autre époque du sujet amérindien. Une campagne a été menée, je crois, par l'Association des Premières Nations, demandant que cet autochtone, l'éclaireur algonquin, soit enlevé de la statue. La commission de la capitale nationale, qui est propriétaire du terrain du monument, a finalement décidé d'accepter et l'a déplacé de l'autre côté de la rue. Ce qui est dommage, c'est que l'occasion est perdue d'interpréter cette histoire récente de la commémoration parce qu'il n'y a pas de plaque qui expliquerait que cette statue s'est longtemps trouvée au pied de Samuel de Champlain et qu'il y a eu des protestations. Cette histoire-là, il faut faire une petite recherche pour le savoir. Cela dit, ce qui a été assez bien réussi en 2013 dans mon coin de pays, donc la vallée de l'Outaouais, et jusqu'à un certain point en 2015, c'est de faire comprendre que Champlain, Ontario 2013-2015, ce n'est pas simplement l'histoire du grand homme, même si celui-ci, il est grand, il est beau, il est fin, c'est un grand humaniste, mais c'est aussi et c'est surtout la rencontre. Donc, on voit ici deux œuvres d'écoliers du primaire produites dans le cadre d'un concours, d'une campagne de dessin du côté de Gatineau. On voit ici, plus récemment, le 1er août 2015, une statue de Champlain et d'un chef huron a été dévoilée à Penetanguishene. Lors du dévoilement, il y a eu quelqu'un qui a personnifié Champlain et quelqu'un qui a personnifié un Huron-Wendat. Je crois que c'est Luc Lainé. C'est un Huron-Wendat. C'est une délégation de véritables Huron-Wendat qui sont venus prendre part. La ville de Penetanguishene se targue d'être la seule à avoir un monument de Champlain où il est présenté d'égal à égal avec les Autochtones. Cela dit, donc, il y a quelque chose de beau et de bien dans la mesure où on reconnaît un processus de décolonisation qui est entamé peut-être dans la mesure où on reconnaît beaucoup plus qu'il ne l'avait fait lors de la commémoration de 1915, la présence autochtone et le fait que Champlain, grand homme qui est bien pu être, est un personnage de rencontre et que donc c'est dans cette optique-là qui est commémoré. Il aurait été difficile, impensable d'en faire autrement en ce début de 21e siècle. Cela dit, je crois qu'il y a une tendance
dont il faut peut-être un peu se méfier. En Ontario français, mais aussi au Québec, c'est celle d'idéaliser ces premières rencontres franco-autochtones. Ici, on voit l'affiche d'une des versions du spectacle L'écho d'un peuple, avec le sous-titre, c'est la version en question. L'écho d'un peuple fier et métissé, donc un spectacle à grand déploiement qui cherche à passer le message que l'Ontario français, comme une ceinture fléchée, symbole très bien choisi, est à la fois pure laine et multicolore. Il s'agit d'un symbole qui est inspirant. Il s'agit d'une façon fort intéressante de représenter l'Ontario français ou une façon par laquelle l'Ontario français parvient à se représenter dans un contexte de changement démographique. Donc, c'est très bien à certains égards, mais à d'autres égards, le problème lorsqu'on idéalise les rencontres fondatrices et lorsque bien des Franco-Ontariens viennent à se dire métis plutôt qu'autre chose, c'est qu'on perd de vue les processus colonisateurs. On perd de vue le fait que Champlain, en 1615, vient en territoire ontarien pour monter une expédition militaire contre une autre nation autochtone. On perd de vue le fait que, quelques décennies plus tard, le territoire qui deviendra ontarien, donc les forts Frontenac, Détroit, deviennent des plaques tournantes de campagnes militaires aux accents parfois génocidaires menés contre des populations autochtones plus éloignées. Idéaliser ces contacts positifs fondateurs, c'est aussi perdre de vue une histoire plus récente, celle du 19e, 20e siècle, où, dans le cas de l'Ontario français, certaines des institutions fondamentales, c'est-à-dire l'Université d'Ottawa, l'Université Laurentienne, ont des origines... pardon, pas l'Université Laurentienne, l'Université de Sudbury, ont des origines cléricales et ont longtemps servi de pépinière qui formait le personnel des pensionnats. Je suis certain que vous êtes au courant que les pensionnats sont dans l'air du temps. La question des pensionnats et comment on peut parvenir en tant que société, si on veut faire société, à une réconciliation. Eh bien, la commémoration des rencontres fondatrices de l'Ontario français nous révèle toute la problématique sans forcément nous faire comprendre quelle est la solution, et c'est certainement pas moi qui l'a, comment à la fois reconnaître la part autochtone à l'histoire et reconnaître qu'une minorité peut être minorisante à son tour. Ce n'est pas le propre de l'Ontario français, je crois. Je pense qu'au Québec également, avec le documentaire L'Empreinte, que certains d'entre vous avez peut-être vu récemment, il y a une tendance à vouloir s'approprier l'autochtone qui est à la fois louable, mais problématique. Et c'est sur ce que je vous laisse. Merci beaucoup.